Tu ne haises personne, a lâché ma nièce sous les rires de mes parents. Je suis parti. Le soir, papa a demandé si je payais demain. J'ai répondu, débrouillez-vous. Le lendemain, la panique a éclaté. Tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Maman a dit que tu n'es personne. Ma nièce de 7 ans, Manon, leva les yeux au ciel avec un dédain si bien maîtrisé qu'aucun enfant de son âge ne devrait le posséder. Les mots restèrent en suspens dans l'air de la salle à manger exiguë de mes parents à Lyon. Et puis, la table éclata de rire. Ma mère se couvrit la bouche, secouant la tête comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait entendue de toute l'année. Mon père se frappa le genou, des larmes se formant au coin de ses yeux. Et ma sœur, Valérie, 25 ans et la source de cette petite phrase venimeuse, se contenta d'un sourire narquois de l'autre côté de la table, son bras passé de manière protectrice sur les épaules de sa fille. Je suis resté là, tenant un plat à gratin que j'avais apporté pour le dîner du dimanche, ce même dîner auquel j'assistais depuis des années, ce même dîner que je finançais depuis plus longtemps que je ne voulais m'en souvenir. Les rires continuèrent, ricochant sur les murs d'une maison dont je payais le loyer depuis 6 ans. Je m'appelle Hélène et j'ai 34 ans. Je travaille comme coordinatrice logistique pour une entreprise de transport routier régional ici à Lyon, un travail qui m'occupe 60 heures par semaine et me paie assez bien pour me permettre mon propre appartement, ma propre voiture, et apparemment l'existence entière de ma famille. Depuis 6 ans, j'ai été la main invisible qui maintenait les lumières allumées dans cette maison, les provisions dans le garde-manger et le propriétaire loin de leur porte avec des avis d'expulsion. Et depuis 6 ans, j'ai été traité comme si j'étais en quelque sorte inférieur aux personnes que je soutenais. Valérie est tombée enceinte à 18 ans. Elle n'a jamais terminé son IUT, n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois et n'a jamais quitté la maison de nos parents. Manon était le résultat d'une brève relation avec un homme qui a disparu avant son premier anniversaire. Et depuis lors, ma sœur a fait de son statut de mère célibataire toute son identité. Pas le genre de mère célibataire travailleuse qui lutte et se sacrifie. Non, le genre qui s'attend à ce que tout le monde se sacrifie pour elle pendant qu'elle se plaint de la difficulté de sa vie. Mes parents ont encouragé chaque parcelle de ce comportement. Ils ont laissé Valérie revenir s'installer après l'échec de sa brève tentative d'indépendance. Ils l'ont laissé loger gratuitement alors qu'il peinait à joindre les deux bouts. Et lorsque leurs propres problèmes financiers sont devenus trop lourds à porter, ils se sont tournés vers moi. Non pas avec gratitude ou humilité, mais avec attente. Comme si c'était mon devoir de nettoyer le désordre qu'ils avaient créé. Je me souviens de la première fois où mon père m'a demandé de l'argent. Il a appelé ça un prêt. Il a dit qu'ils étaient un peu à court ce mois-là et a promis de me rembourser. C'était il y a 6 ans. Le prêt est devenu un versement mensuel. Le versement mensuel est devenu une attente. Et quelque part en cours de route, ma contribution a cessé d'être appréciée pour être exigée. Le plat à gratin semblait lourd dans mes mains alors que les rires s'éteignaient enfin. J'ai regardé autour de la table les visages de ma famille. Ma mère, qui n'avait pas travaillé depuis 15 ans et passait ses journées à regarder la télévision et à faire défiler les réseaux sociaux, mon père, qui travaillait à temps partiel dans un magasin de bricolage et dépensait la majeure partie de son salaire en tickets de loto et en bière, ma sœur, qui n'avait jamais contribué un seul euro à ce foyer, mais se sentait en quelque sorte le droit de me mépriser, et Manon, une enfant innocente à qui l'on apprenait que la cruauté était acceptable, et que la personne qui vous aidait le plus méritait le moins de respect. J'ai posé le plat à gratin sur le comptoir. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis simplement retourné, j'ai attrapé mon sac à main sur le crochet près de la porte et je suis sorti de cette maison. J'ai entendu ma mère m'appeler. Quelque chose à propos du fait que j'étais trop sensible. Quelque chose sur le fait d'apprendre à accepter une blague. J'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de la maison que je payais, de la famille que je soutenais, de la vie que j'avais vécue pour tout le monde sauf pour moi-même. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon appartement, le silence à la fois réconfortant et suffocant. Mon téléphone était posé sur la table basse et je le fixais comme s'il pouvait exploser. Je savais ce qui allait arriver. Je le sentais dans mes os. De la même manière que l'on peut sentir une tempête approcher avant que les premières gouttes de pluie ne commencent à tomber. Le SMS est arrivé à 21h47 ce soir-là. Il venait de mon père et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Salut ma puce, je prends des nouvelles. Le virement est toujours prévu pour demain, n'est-ce pas? Le loyer est dû le premier et le propriétaire a été très strict dernièrement. J'ai lu le message 3 fois.
Il n'y avait aucune excuse pour ce qui s'était passé au dîner. Aucune reconnaissance du fait que sa petite fille m'avait traité de personne pendant qu'il riait. Aucune reconnaissance du fait que je venais d'être humilié devant toute ma famille. Juste un rappel que mon argent était attendu à la date prévue. Quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était quelque chose de plus froid, de plus définitif. C'était la prise de conscience que j'avais donnée et encore donnée, et tout ce que j'avais reçu en retour était le mépris, le dédain et l'attente que je continue à donner jusqu'à ce que je n'ai plus rien. J'ai tapé ma réponse avec soin, mes doigts stables sur l'écran. Débrouillez-vous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Pour la première fois en 6 ans, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence. Je me sentais libre. Mais je savais aussi que ce n'était que le début, et que la tempête que j'avais sentie approcher était sur le point de toucher terre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. Mon téléphone avait vibré toute la nuit, mais j'avais coupé le son et j'avais dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai parcouru les messages en buvant mon café, observant la progression de la confusion à l'inquiétude, puis à la panique pure et simple. Les premiers messages venaient de mon père, essayant de clarifier ce que je voulais dire. Débrouillez quoi, et c'est une sorte de blague. Puis vinrent les messages de ma mère, commençant doucement et s'intensifiant rapidement. Hélène, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-nous. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Suivi de Hélène, c'est sérieux. Ton père est très contrarié. Et enfin, tu ne peux pas nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi. L'ironie de ce dernier message ne m'a pas échappé. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai essayé de penser à ce que cela impliquait exactement. Ils m'ont élevé, oui. Ils m'ont nourri et vêtu et m'ont donné un toit jusqu'à mes 18 ans. Mais comme tous les autres parents en France. C'était le strict minimum de leur responsabilité, pas une faveur extraordinaire qui leur donnait droit à mon soutien financier pour le reste de leur vie. Les messages de ma sœur sont arrivés plus tard, vers 3 heures du matin. Elle devait s'être finalement réveillée et avoir vérifié son téléphone. Mais qu'est-ce qui te prend? Et maman et papa paniquent et tu dois arranger ça tout de suite. Pas un seul mot d'excuse. Pas une seule reconnaissance du fait que sa fille m'avait humilié à leur table pendant qu'elle restait assise là à rire. Juste des exigences. Toujours des exigences. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de maintenir cette famille à flot. Les heures supplémentaires que je faisais pour leur envoyer de l'argent en plus pendant les fêtes. Les vacances que je n'ai jamais prises parce que je ne pouvais pas me permettre de manquer un chèque de paie alors qu'ils dépendaient de moi. Les relations que j'ai laissées s'étioler parce que j'étais toujours trop fatigué, trop stressé ou trop concentré à m'assurer que tout le monde était pris en charge. Je me suis souvenu de la fois où Valérie m'a demandé d'acheter un nouveau vélo à Manon pour son 5e anniversaire parce qu'elle voulait être celle qui le lui offrirait mais n'en avait pas les moyens. J'ai acheté le vélo. Valérie s'est attribué tout le mérite. Manon n'a jamais su que c'était sa tante qui l'avait réellement payé. C'était le schéma. Je fournissais et il faisait semblant que tout venait d'ailleurs. J'étais la machine en arrière-plan, censée fonctionner silencieusement et ne jamais se plaindre. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté le message qu'il avait laissé. Hélène, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais nous devons parler. Le loyer est dû demain et nous n'avons pas l'argent. Nous comptions sur toi pour ça. Tu ne peux pas simplement te retirer maintenant sans préavis. Rappelle-moi. Sans préavis. 6 ans à payer leur loyer et j'étais censé leur donner un préavis avant d'arrêter. Comme si j'étais leur propriétaire au lieu de leur fille. Comme si je leur devais une démission formelle du poste de distributeur automatique familial. J'ai pensé à le rappeler. J'ai pensé à tout expliquer, toute la douleur, le ressentiment et l'épuisement qui s'étaient accumulés pendant des années. Mais je me suis souvenu des mots de Manon, son petit visage tordu de mépris alors qu'elle me disait que je ne pouvais pas m'asseoir avec eux. Je me suis souvenu du rire de ma mère, des larmes d'amusement de mon père, du sourire satisfait de ma sœur, et j'ai réalisé qu'expliquer ne changerait rien. Ils ne me voyaient pas comme une personne avec des sentiments et des limites. Ils me voyaient comme une ressource à exploiter. J'ai supprimé le message vocal de mon père sans répondre. La journée s'est écoulée lentement. Je suis allé au travail, je me suis concentré sur mes tâches et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui se passait chez mes parents. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait,
mon estomac se nouait. Les messages continuaient d'arriver, chacun plus désespéré que le précédent. Ma mère m'a traité d'égoïste. Mon père m'a traité d'ingrate. Ma sœur m'a traité de noms que je ne répéterai pas. Le soir, le ton avait changé. La colère était toujours là. Mais elle était teintée d'autre chose. La peur. Ils commençaient à réaliser que j'étais sérieuse, que je n'allais pas intervenir pour les sauver à la dernière minute comme je l'avais toujours fait. Ils commençaient à comprendre que le filet de sécurité qu'ils avaient tenu pour acquis avait été retiré. Je me suis préparé le dîner, de simples pâtes à la sauce tomate, et je l'ai mangé à ma table de cuisine en lisant un livre. C'était la soirée la plus paisible que j'ai connue depuis des mois. Pas d'appels téléphoniques sur des problèmes d'argent, pas de SMS sur des dépenses imprévues, pas de culpabilité de savoir si j'en faisais assez pour des gens qui ne faisaient rien pour moi. Mais alors que je faisais la vaisselle et me préparais à aller au lit, je savais que demain serait différent. Demain, c'était le 1er du mois. Demain, le loyer était dû et demain, ma famille devrait enfin faire face aux conséquences de m'avoir traité comme si je n'avais pas d'importance. Je me suis endormi cette nuit-là avec un étrange mélange d'émotions. La culpabilité, parce que j'avais été conditionné à me sentir responsable d'eux. Le soulagement, parce que j'avais enfin cessé de prétendre que leur traitement était acceptable. Et autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, je pourrais enfin commencer à vivre ma vie pour moi-même. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6h15. C'était mon père. Cette fois, j'ai répondu. « Hélène, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» La voix de mon père était tranchante de panique, un ton que je ne lui avais jamais entendu. Il était habituellement si décontracté, si peu concerné par tout ce qui n'affectait pas directement son confort. Mais maintenant, face à un problème qu'il ne pouvait ignorer, il ressemblait à un homme regardant son monde s'effondrer. « Bonjour à toi aussi, papa, dis-je, gardant ma voix calme et mesurée. J'avais répété cette conversation dans ma tête une douzaine de fois pendant mes moments d'insomnie la nuit précédente. Je savais exactement ce que je voulais dire. Ne me sers pas ça. Tu sais pourquoi j'appelle. Le loyer est dû aujourd'hui et nous n'avons pas l'argent. Tu as dit que tu allais te débrouiller, mais tu n'as rien envoyé. Le propriétaire sera là à midi pour le paiement. Et je t'ai dit de te débrouiller, ai-je répondu. Cela signifie que vous devez trouver l'argent vous-même. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre la voix de ma mère en arrière-plan demander ce que je disais. Mon père la fit taire avec impatience. « Hélène, tu ne peux pas être sérieuse. Nous dépendons de toi depuis des années. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça, sans préavis. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. » J'ai senti quelque chose se briser en moi à ces mots. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Comme si j'étais celle qui avait violé un pacte sacré. Comme si j'étais celle qui avait pris et pris sans jamais rien donner en retour. La famille, répétai-je lentement. Laisse-moi te dire quelque chose sur la famille, papa. Une famille ne rit pas quand un enfant de 7 ans te traite de personne. Une famille n'apprend pas à cet enfant à mépriser la personne qui paie pour tout. Une famille ne prend pas ton argent chaque mois pour ensuite te traiter comme si tu étais invisible. C'était juste une blague, dit mon père, la voix maintenant sur la défensive. Manon ne le pensait pas. Tu es beaucoup trop sensible à propos de tout ça. Une blague, dis-je. C'est vrai. Dis-moi, papa, qui a appris à Manon que je suis une personne de rien? Parce que les enfants de 7 ans n'inventent pas ça tout seuls. Ça vient de quelque part, et nous savons tous les deux exactement d'où. Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Je pouvais l'imaginer debout dans la cuisine de cette maison, le téléphone collé à son oreille, sa main libre se frottant la nuque comme il le faisait toujours quand il était stressé. « Écoute, on peut parler de tout ça plus tard, dit-il finalement. Pour l'instant, nous avons un vrai problème. Si nous ne payons pas le loyer aujourd'hui, le propriétaire a dit qu'il entamerait une procédure d'expulsion. Tu comprends ce que ça veut dire? On pourrait perdre la maison. Alors je vous suggère de commencer à passer des appels, dis-je. Peut-être que Valérie pourrait trouver un travail. Peut-être que tu pourrais prendre des heures supplémentaires au magasin. Peut-être que maman pourrait vendre certaines des choses qu'elle achète sur les chaînes de téléachat depuis des années. Il y a des options, papa. Elle ne m'inclut tout simplement plus.
Tu vas nous laisser nous faire expulser? Sa voix se cassa sur le dernier mot. Tes propres parents, ta propre sœur et ta nièce. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. C'était le moment que j'avais redouté. Le moment où ils essaieraient de me faire sentir comme la méchante pour avoir refusé d'être exploitée plus longtemps. Je devais rester forte. Je ne laisse personne faire quoi que ce soit, dis-je. Je refuse simplement de payer pour des gens qui me traitent comme un déchet. Ce n'est pas de l'abandon. C'est du respect de soi. Quelque chose que j'aurais dû trouver il y a bien longtemps. La voix de ma mère se fit entendre au téléphone, plus forte et plus hystérique. Elle avait dû arracher le combiné à mon père. Hélène, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu dois arrêter ça tout de suite. Nous sommes ta famille. Nous avons besoin de toi. Vous avez besoin de mon argent, la corrigez-je. Ce n'est pas la même chose que d'avoir besoin de moi. Vous l'avez très bien montré au dîner quand tout le monde riait pendant que j'étais humilié. Vous l'avez montré chaque fois que vous avez pris ce que j'offrais sans un mot de remerciement. J'ai fini, maman. J'en ai fini d'être le distributeur automatique familial tout en étant traité comme la déception de la famille. Nous ne t'avons jamais traité comme ça, protesta-t-elle. Nous t'aimons. Tu sais que nous t'aimons. Vraiment, demandai-je. Parce que l'amour ne ressemble pas à ce que j'ai reçu de cette famille. L'amour, ce n'est pas se faire dire que je ne peux pas m'asseoir à table parce que je ne suis personne. L'amour, ce n'est pas voir mes contributions ignorées pendant que Valérie est louée pour ne rien faire du tout. L'amour, ce n'est pas s'attendre à ce que je sacrifie tout sans rien recevoir en retour. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pendant un moment, j'ai cru qu'ils allaient enfin m'entendre, enfin comprendre ce qu'ils avaient fait. Mais ensuite, ma mère parla de nouveau et ses mots brisèrent toute illusion de progrès. C'est une question de jalousie, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse de Valérie. Toujours été amère qu'elle et Manon et que tu n'es personne. Eh bien, ce n'est pas de notre faute, Hélène. C'est ton choix. J'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux. C'était le genre de rire qui vient quand on voit enfin quelque chose pour ce que c'est exactement. Quand les dernières écailles tombent des yeux et que la vérité se dresse nue devant vous. Au revoir, maman, dis-je. Bonne chance pour le loyer. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou d'incertitude. Elles tremblaient du pur soulagement d'avoir enfin dit ce que j'avais besoin de dire. Depuis des années. Je m'étais défendu. J'avais tracé une ligne dans le sable. Et peu importe ce qui se passerait ensuite, je savais que j'avais pris la bonne décision. Mon téléphone se mit à sonner de nouveau presque immédiatement. Je l'ai mis en silencieux sans regarder l'écran. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il était temps de les laisser faire face aux conséquences de leur choix. De la même manière que j'avais fait face aux conséquences des miens pendant si longues années. La différence, c'est que je m'étais enfin choisi moi-même. Le premier jour de silence complet fut le plus difficile. Après avoir mis fin à l'appel avec ma mère, j'ai complètement éteint mon téléphone et l'ai laissé dans un tiroir. Je ne pouvais plus supporter les vibrations constantes, le flot incessant de messages conçus pour me culpabiliser et me faire céder. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour digérer, pour découvrir qui j'étais quand je n'étais pas définie par mon rôle de pourvoyeuse de la famille. Je suis allé au travail ce jour-là et je me suis plongé dans mes tâches avec une énergie renouvelée. Mon travail avait toujours été quelque chose dans lequel j'étais douée, quelque chose qui me faisait me sentir compétente et valorisée. L'entreprise de transport pour laquelle je travaillais gérait la logistique pour les distributeurs régionaux, et mon rôle consistait à coordonner les plannings, à gérer les itinéraires et à résoudre les problèmes lorsque les expéditions tournaient mal. C'était un travail exigeant, mais c'était aussi un travail que les gens appréciaient. Quand je faisais quelque chose de bien, mon patron le remarquait. Quand je me surpassais, j'obtenais de la reconnaissance. C'était un contraste si frappant avec ma vie de famille que je me demandais parfois pourquoi je continuais à retourner vers des gens qui me faisaient me sentir sans valeur alors que je pouvais rester dans un endroit où je me sentais capable. Ma collègue Tessa a remarqué quelque chose de différent chez moi ce jour-là. Elle s'est arrêtée à mon bureau vers l'heure du déjeuner, une tasse de café à la main et une expression curieuse sur le visage. « Tu sembles différente aujourd'hui, dit-elle, plus détendue. Il s'est passé quelque chose ? » J'ai réfléchi à la manière de répondre à cette question. Tessa et moi travaillons ensemble depuis 3 ans, et bien que nous soyons amicales, nous n'étions pas exactement des amis proches.
je ne lui avais jamais parlé de ma situation familiale, ne m'étais jamais plainte de l'argent que j'envoyais à la maison chaque mois ou de la façon dont j'étais traité lors de mes visites. Cela m'avait toujours semblé trop personnel, trop embarrassant d'admettre que ma propre famille ne me voyait que comme une source de revenus. J'ai pris une décision, dis-je finalement. Une grande. Je suis encore en train de la digérer. Tessa hocha lentement la tête, reconnaissant que je n'étais pas prête à partager les détails. Eh bien, quoi que ce soit, ça te va bien. Tu as une énergie aujourd'hui que je n'avais jamais vue auparavant. Après son départ, j'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. L'énergie. C'était exactement ce que je ressentais. Pendant des années, j'avais marché avec un poids sur les épaules, une ponction constante sur mes ressources émotionnelles et financières. Me couper de ma famille n'avait pas résolu tous mes problèmes. Mais cela avait soulevé ce poids. Je me sentais plus légère, plus libre, plus moi-même que je ne l'avais été depuis très longtemps. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Les notifications ont afflué comme de l'eau à travers un barrage brisé. Messages vocaux, SMS, appels manqués. Je les ai parcourus rapidement, me faisant une idée de la façon dont la journée s'était déroulée pour ma famille. La matinée avait été remplie de panique et d'accusations. Mes parents avaient apparemment essayé d'appeler tous les parents auxquels ils pouvaient penser, suppliant pour de l'argent afin de couvrir le loyer. Personne n'avait pu les aider. Tante Gloria, la sœur de ma mère, leur aurait dit qu'elle s'y attendait depuis des années, que n'importe qui pouvait voir que j'étais exploité et que ce n'était qu'une question de temps avant que je n'y mette un terme. Ce message de ma mère était particulièrement amer, accusant tante Gloria de m'avoir monté contre eux. L'après-midi, le ton était passé de la panique au désespoir. Mon père était allé voir le propriétaire et avait supplié pour un délai. Le propriétaire, un homme que je n'avais jamais rencontré mais que j'avais payé pendant 6 ans, avait accepté de leur donner une semaine. Une semaine pour trouver l'argent ou commencer à faire leur carton. Les messages du soir étaient ceux qui faisaient le plus mal. Le visage de Manon est apparu sur mon écran dans un message vidéo clairement enregistré par ma sœur. La voix de la petite fille était douce et confuse alors qu'elle disait « Tati Hélène, maman dit que tu ne vas plus nous aider. J'ai fait quelque chose de mal ? Je suis désolé si je t'ai rendu triste. » C'était manipulateur. De toute évidence, Valérie l'avait coaché pour dire ces mots, pour utiliser sa fille comme une arme afin de me faire sentir coupable. Mais malgré cela, malgré la reconnaissance de la tactique pour ce qu'elle était, ça faisait quand même mal. Manon n'était qu'une enfant. Elle ne méritait pas d'être prise au milieu de tout ça. Elle ne méritait pas d'être utilisée comme un pion par sa mère. J'ai presque cédé. J'ai presque décroché le téléphone pour les rappeler. Leur dire que j'enverrais l'argent. Leur dire que nous pouvions arranger les choses. L'emprise de l'obligation était si forte, si profondément ancrée qu'il a fallu tout ce que j'avais pour y résister. Mais je me suis souvenu de ce que Manon avait dit à table. Tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Maman a dit que tu n'es personne. Ces mots ne venaient pas de l'imagination d'un enfant. Ils avaient été plantés là par ma sœur, nourris par l'indifférence de mes parents, arrosés par des années de traitement comme si je n'avais pas d'importance. Si je revenais maintenant, rien ne changerait. Ils me remercieraient pour l'argent, promettraient de faire mieux, et en une semaine, tout serait exactement pareil. Je serais de nouveau la pourvoyeuse invisible. Assez bonne pour mon argent, mais pas digne de leur respect. J'ai supprimé la vidéo de Manon sans répondre. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais je savais que c'était nécessaire. Je ne pouvais pas me laisser manipuler, même pas par la voix d'un enfant. Si je voulais me libérer de cette famille, je devais couper toutes les ficelles, même celles qui faisaient mal. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de ma fenêtre, regardant les lumières de la ville de Lyon scintiller dans l'obscurité. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner l'amour de ma famille par le soutien financier. J'ai pensé à quel point cet effort avait été vain, à quel point aucune somme d'argent ne les avait jamais fait me voir autrement que comme une source de revenus. Et j'ai pensé à la suite, à la vie que je pourrais peut-être construire maintenant que je ne les portais plus sur mon dos. La semaine à venir serait difficile. Je savais que ma famille n'abandonnerait pas facilement. Ils essaieraient toutes les astuces qu'ils connaissaient pour me ramener dans le giron. Mais pour la première fois en 6 ans, je me sentais prête à les affronter. J'avais enfin trouvé quelque chose de plus fort que ma culpabilité, mon respect de moi-même. Et je n'allais pas les laisser me l'enlever.
3 jours après le début de la semaine de grâce de ma famille, j'ai reçu une visite inattendue à mon appartement. Je rentrais juste du travail quand j'ai vu la voiture de Valérie garée sur le parking de mon immeuble. Mon estomac s'est noué. Elle n'était jamais venue à mon appartement auparavant. Pendant toutes les années où je les avais aidés, pas une seule fois elle n'avait fait l'effort de me rendre visite. On attendait toujours de moi que je vienne à eux, que je fasse les 20 minutes de route jusqu'à leur maison et que je m'insère dans leur espace. Mon chez-moi n'avait aucune importance pour eux, tout comme moi. Elle attendait près de l'entrée principale, les bras croisés sur sa poitrine, son expression un mélange de colère et de quelque chose qui aurait pu être du désespoir. Manon n'était pas avec elle, ce qui me disait que ce serait une conversation sérieuse. « Il faut qu'on parle », dit-elle alors que j'approchais. « Je ne pense pas », répondis-je en passant devant elle vers la porte. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. Elle m'a suivi à l'intérieur, malgré mon manque évident d'invitation. Je n'avais pas l'énergie de l'arrêter physiquement, et une partie de moi savait que cette confrontation était inévitable. Mieux valait en finir maintenant que de l'avoir suspendue au-dessus de ma tête. Mon appartement était petit, mais confortable, un 2 pièces avec vue sur le parc de l'autre côté de la rue. Je l'avais décoré moi-même au fil des ans, le remplissant de choses qui me rendaient heureuse. Des plantes sur chaque rebord de fenêtre, des étagères débordant de romans, des affiches d'art sur les murs que j'avais collectionnées dans des galeries locales. C'était mon sanctuaire, le seul endroit au monde où je pouvais être moi-même sans jugement. Valérie regarda autour d'elle avec un dédain à peine dissimulé. « C'est ici que tu vis ? C'est si petit. »« C'est à moi, dis-je. Je le paie avec mon propre argent. Pas celui de quelqu'un d'autre. » L'implication ne lui échappa pas. Elle tressaillit légèrement, puis retrouva son sang-froid. « Écoute, je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu pour essayer de comprendre ce qui se passe avec toi. Tu aides maman et papa depuis des années, et maintenant, soudainement, tu arrêtes sans aucun préavis. Ce n'est pas juste. » « Pas juste, répétai-je. Parlons de ce qui est juste, Valérie. Ce qui est juste, c'est que quand quelqu'un t'aide, tu dis merci. Ce qui est juste, c'est que quand quelqu'un paie ton loyer pendant 6 ans, tu lui montres un respect élémentaire. Ce qui n'est pas juste, c'est d'apprendre à ta fille à traiter cette personne de personne et de rire quand elle le fait. Si tu veux parler de justice, commençons par là. Valérie leva les yeux au ciel. Oh, allez. C'était juste une blague. Manon ne le pensait pas. Tu en fais toute une histoire. Une blague, dis-je. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de dire. Mais voilà le truc avec les blagues, Valérie. Elles sont censées être drôles. Ce qui s'est passé à ce dîner n'était pas drôle. C'était cruel. Et c'était un résumé parfait de la façon dont cette famille me traite depuis des années. Je suis assez bonne pour payer les choses, mais pas assez bonne pour être traitée avec une décence humaine de base. Tu es dramatique, dit-elle. Mais je pouvais voir le doute vaciller dans ses yeux. Elle ne m'avait jamais entendu parler comme ça auparavant. J'avais toujours été la discrète, la conciliante, celle qui baissait la tête et faisait ce qu'on attendait d'elle sans se plaindre. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne réalises peut-être pas, continuai-je. Ce vélo que tu as offert à Manon pour son 5e anniversaire, c'est moi qui l'ai payé. Cette sortie aux eaux l'été dernier, c'est moi qui l'ai payé. Les courses qui ont rempli le garde-manger de maman et papa chaque mois, c'est moi qui les ai payées. J'ai soutenu cette famille de manière que tu ne connais même pas parce que j'avais trop peur de demander de la reconnaissance. Je voulais juste aider. Je voulais juste être une bonne fille et une bonne sœur. Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est qu'on se moque de moi et qu'on me méprise. Valérie resta silencieuse un moment. Je pouvais la voir digérer ce que j'avais dit, essayant de trouver un moyen de détourner ou de minimiser la chose. Mais même elle semblait reconnaître qu'il y avait de la vérité dans mes paroles. D'accord, dit-elle finalement. Peut-être que les choses ont dérapé. Peut-être qu'on aurait dû être plus reconnaissant. Mais ça ne veut pas dire que tu peux nous abandonner maintenant. Maman et papa pourraient perdre leur maison. Manon pourrait se retrouver à la rue. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, dis-je lentement, c'est être traité comme un être humain. Ce que je veux, c'est que tu trouves un travail et que tu commences à contribuer au lieu de t'attendre à ce que je porte toute la famille sur mon dos. Ce que je veux, c'est que maman et papa prennent leurs responsabilités pour leur propre vie au lieu de dépendre de moi pour tout. Peux-tu me donner quoi que ce soit de tout ça, Valérie,
ou es-tu juste ici pour me convaincre de continuer à signer des chèques? Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Tu devrais partir. Valérie me fixa un long moment, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Une peur réelle, authentique. Elle commençait à réaliser que j'étais sérieuse. Que je n'allais pas reculer. Que le filet de sécurité qu'elle avait tenu pour acquis avait vraiment disparu. Tu vas le regretter, dit-elle doucement. Quand cette famille s'effondrera, ce sera de ta faute. Non, répondis-je. Quand cette famille s'effondrera, ce sera parce que vous m'avez tous tenu pour acquise pendant trop longtemps. J'ai juste arrêté de prétendre que c'était normal. Elle partit sans un autre mot, claquant la porte derrière elle. Je suis resté dans mon appartement, le cœur battant, les mains tremblantes. La confrontation m'avait coûté plus que je ne l'avais prévu. Mais sous l'épuisement, je ressentais autre chose. De la fierté. J'avais tenu bon. J'avais dit ma vérité. Et j'avais refusé de la laisser me manipuler pour revenir à la situation d'avant. Je me suis laissé tomber sur mon canapé et j'ai expiré longuement, d'une respiration tremblante. C'était vraiment en train d'arriver. Je le faisais vraiment. Et peu importe à quel point j'avais peur de la suite, je savais que je ne pouvais pas retourner à mon rôle de pourvoyeuse invisible, de distributeur automatique familial, de la moins que rien qui payait pour tout mais ne comptait pour personne. La fin de la semaine est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais passé les jours à essayer de me concentrer sur le travail, à essayer de construire un semblant de routine normale, mais la situation avec ma famille était toujours là, dans un coin de ma tête. Je vérifiais mon téléphone de manière obsessionnelle, regardant les messages passer de la colère aux supplications, puis au désespoir. Mon père avait apparemment essayé d'obtenir des heures supplémentaires au magasin de bricolage, mais il n'y en avait aucune de disponible. Ma mère avait tenté de retourner certaines des choses qu'elle avait achetées au fil des ans, pour découvrir que la plupart d'entre elles dépassaient le délai de retour ou valaient beaucoup moins que ce qu'elle avait payé. Valérie avait postulé à quelques emplois, mais sans expérience professionnelle récente et sans compétences commercialisables, elle n'obtenait aucun rappel. Au 6e jour, le propriétaire avait envoyé un avis formel. Ils avaient jusqu'à la fin de la semaine suivante pour payer le montant total ou quitter les lieux. 2 mois de loyer en retard, qu'ils ne pouvaient déjà pas se permettre, plus le mois en cours, un total qui semblait incroyablement élevé pour une famille devenue complètement dépendante des revenus de quelqu'un d'autre. Le 7e jour, mon père a de nouveau appelé. Cette fois, quand j'ai répondu, sa voix semblait différente, plus petite, plus humble. L'arrogance et le sentiment de droit qui était là auparavant avaient disparu, remplacés par quelque chose qui ressemblait presque à un remords sincère. « Hélène, dit-il, je n'appelle pas pour demander de l'argent. Je sais que tu n'en donneras pas. J'appelle parce que j'ai besoin que tu saches quelque chose. » J'ai attendu, curieuse malgré moi. « Je suis désolé, continua-t-il. Je sais que ça ne répare rien. Je sais que c'est trop peu, trop tard, mais j'ai besoin que tu l'entendes. Nous n'aurions jamais dû te traiter comme nous l'avons fait. Tu as porté cette famille pendant des années, et nous ne t'avons même jamais remercié. C'était mal. J'avais tort. Je ne savais pas quoi dire. En 6 ans de soutien, en 34 ans en tant que leur fille, c'était la première fois que mon père s'excusait pour quoi que ce soit. Les mots que j'avais si longtemps voulu entendre me semblaient maintenant creux, comme s'ils arrivaient trop tard pour avoir de l'importance. Pourquoi maintenant? Demandai-je. Pourquoi t'excuser maintenant alors que vous êtes sur le point de tout perdre? Il soupira lourdement. Parce que tout perdre m'a fait réaliser ce que j'avais. Pas la maison, pas l'argent. Toi. J'avais une fille qui nous aimait assez pour se sacrifier pour nous. Et je ne l'ai jamais appréciée. Je ne l'ai même jamais vue. J'étais tellement concentré sur ce que tu pouvais nous donner que j'ai oublié de voir qui tu étais. Des larmes me piquèrent les yeux, mais je refusais de les laisser couler. C'est un beau discours, papa, mais les mots ne changent rien. Tu peux dire que tu es désolé, mais qu'en est-il de maman? De Valérie? De Manon, à qui les personnes qui auraient dû lui apprendre à m'aimer ont appris à me mépriser. Je sais, dit-il. Je sais que ça ne me concerne pas seulement moi, mais c'est moi qui appelle parce que c'est moi qui ai commencé tout ça. C'est moi qui t'ai demandé ce premier prêt il y a 6 ans, et c'est moi qui ai laissé cela devenir quelque chose qui a consumé ta vie. C'est de ma faute. Et j'essaie, Hélène.
J'essaie de faire voir aux autres ce que je vois maintenant. Ce n'est pas facile. Ta mère est toujours convaincue que tu es égoïste. Valérie est en colère et effrayée, mais je travaille sur elle. Je voulais le croire. Je voulais tellement croire que c'était le début d'un vrai changement. Que ma famille pouvait enfin me voir pour qui j'étais au lieu de ce que je pouvais fournir. Mais j'avais été échaudé trop de fois pour faire confiance facilement. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je. Avec la maison, je veux dire. Nous allons devoir déménager, dit-il. Le propriétaire ne cédera pas et nous n'avons pas l'argent. J'ai regardé des appartements moins chers, peut-être quelque chose en banlieue. Ce ne sera pas facile, mais on va s'en sortir. On doit le faire. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. L'acceptation. Il faisait enfin face à la réalité de sa situation sans s'attendre à ce que je le sauve. C'était une petite chose, mais elle semblait significative. Je suis contente que vous vous en sortiez, dis-je. Vraiment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, papa. Je ne reviens pas. Je ne vais pas recommencer à payer vos factures juste parce que tu as dit pardon. Ça doit être permanent. Vous devez apprendre à vous débrouiller seul. Je sais, dit-il. Je ne te demande pas de revenir. Je demande juste une chance. Une chance de prouver que nous pouvons être différents. Une chance d'être la famille que tu méritais depuis le début. Je ne savais pas s'il le pensait. Je ne savais pas si ma famille était capable d'un vrai changement ou si c'était juste une autre manipulation conçue pour me ramener dans le giron. Mais pour la première fois depuis que j'avais envoyé ce SMS fatidique, j'ai senti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. On verra, dis-je finalement. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. On verra. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assise en silence pendant un long moment. La semaine était terminée. Ma famille faisait face aux conséquences de ses choix, et je faisais face à la réalité d'une vie sans le fardeau constant de leurs attentes. C'était terrifiant et libérateur à parts égales. Mais alors que j'étais assise là, dans mon appartement calme, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il n'avait jamais été question de vengeance. Il s'agissait d'autopréservation. Il s'agissait de reconnaître enfin ma propre valeur et de refuser d'accepter moins que le respect que je méritais. Ma famille pourrait changer ou non, mais de toute façon, je n'allais plus me sacrifier pour des gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant une dernière fois les lumières de la ville de Lyon. Quelque part là dehors, ma famille se démenait pour trouver sa prochaine étape. Mais pour la première fois en 6 ans, ce n'était pas mon problème. J'avais ma propre vie à construire, mon propre avenir à créer, et j'étais enfin prête à commencer. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus étranges de ma vie. Sans la ponction constante du soutien à ma famille, je me suis retrouvé avec quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, de l'argent. De l'argent qui ne disparaissait pas à la minute où il arrivait sur mon compte en banque. De l'argent que je pouvais réellement économiser ou dépenser pour moi-même ou utiliser pour construire la vie que j'avais toujours voulu. J'ai commencé petit. Un nouveau canapé pour remplacer celui, usé, sur lequel j'étais assise depuis des années. Des vêtements qui m'allaient bien et me faisaient me sentir bien dans ma peau. Un week-end à Annecy juste parce que je le pouvais, juste parce que j'avais toujours voulu voir cette ville et n'avais jamais eu les fonds ou la liberté d'y aller. C'est pendant ce voyage que j'ai rencontré quelqu'un qui allait devenir important pour moi. Il s'appelait Julien et il était assis dans le café où je m'étais arrêté pour reposer mes pieds après une matinée de visite. Nous avons entamé une conversation sur le livre que je lisais. Et avant que je ne m'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées. Il était gentil, drôle et sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Il m'a traité comme une personne digne d'être connue, pas comme une ressource à exploiter. Nous avons échangé nos numéros avant que je quitte Annecy. Et dans les semaines qui ont suivi, nous avons parlé tous les jours. De longs appels téléphoniques qui s'étiraient dans la nuit. Des SMS qui me faisaient sourire pendant mes pauses déjeuner. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je découvrais ce que c'était d'avoir quelqu'un qui se souciait de moi sans rien attendre en retour. Pendant ce temps, la situation de ma famille continuait de se détériorer. Ils avaient déménagé de la maison que je payais pour un petit appartement en périphérie de Lyon. Mon père avait réussi à obtenir quelques heures supplémentaires au magasin de bricolage, mais c'était à peine suffisant pour couvrir leurs dépenses réduites. Ma mère avait commencé à travailler à temps partiel dans une épicerie,
un développement qui a apparemment causé pas mal de ressentiments et de plaintes. Et Valérie avait finalement trouvé un emploi dans un centre d'appel, son premier véritable emploi en près d'une décennie. Je gardais mes distances, mais j'avais des nouvelles par l'intermédiaire de tante Gloria, qui était devenue une alliée surprenante dans tout cela. Elle avait apparemment regardé ma famille profiter de moi pendant des années, attendant le jour où je me défendrais enfin. Quand ce jour est arrivé, elle était prête à me soutenir. Ils ont du mal, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels. Mais ils apprennent aussi. Ton père semble vraiment changer. Ta mère met plus de temps, mais elle y arrive. Valérie est la plus récalcitrante. Elle te reproche toujours tout. Bien sûr qu'elle le fait, dis-je. Assumer ses responsabilités n'a jamais été son point fort. Laisse du temps, conseilla tante Gloria. Certaines personnes ont besoin de toucher le fond avant de pouvoir commencer à remonter. Valérie n'a pas encore touché le sien. J'ai longtemps réfléchi à ces paroles après notre appel. Toucher le fond. C'est vers quoi ma famille se dirigeait depuis des années, soutenue uniquement par mon aide financière. Maintenant que le soutien avait disparu, il devait enfin faire face à la réalité. C'était douloureux à regarder, même de loin, mais c'était aussi nécessaire. Ma relation avec Julien a continué de grandir. Il est venu me rendre visite à Lyon un mois après notre rencontre. Et le voir dans mon appartement, dans mon espace, c'était comme si quelque chose se mettait en place. Il était impressionné par la vie que j'avais construite, par l'indépendance que je m'étais taillée. Il ne me voyait pas comme quelqu'un à réparer ou à sauver. Il me voyait comme quelqu'un digne d'être choisi, tel que j'étais. Tu es remarquable, tu sais ça, dit-il un soir alors que nous étions assis sur mon nouveau canapé à regarder le coucher de soleil par ma fenêtre. Tout ce que tu as traversé, et tu es toujours là, toujours debout, toujours en train de construire. Je ne me sens pas remarquable, admis-je. La plupart du temps, j'ai juste l'impression de me débrouiller au fur et à mesure. C'est à ça que ressemble quelqu'un de remarquable, dit-il. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de se présenter quand même. Je me suis penché contre lui, me sentant en sécurité et vu d'une manière que je n'avais jamais ressentie avec ma propre famille. C'est ce qui m'avait manqué toutes ces années. C'est ce que j'avais été trop occupé à soutenir les autres pour jamais le trouver pour moi-même. La connexion, le respect, un amour qui n'avait pas de prix. Alors que les semaines se transformaient en mois, j'ai commencé à reconstruire ma vie pour de bon. J'ai eu une promotion au travail, une reconnaissance de toutes les années que j'avais consacrées à mon emploi. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, regardant mon coussin financier grandir pour la toute première fois. J'ai fait des projets pour l'avenir qui n'impliquaient pas de me sacrifier pour des gens qui ne m'appréciaient pas. Et lentement, douloureusement, ma famille a commencé à changer aussi. Mais c'était leur parcours, pas le mien. J'avais mon propre chemin à parcourir maintenant, et je le parcourais enfin la tête haute. 6 mois après avoir cessé de payer les factures de ma famille, Valérie a finalement pris contact avec moi. Ce n'était pas un SMS ou un appel téléphonique. C'était une lettre manuscrite sur du papier à ligne, postée à mon appartement comme quelque chose d'une autre époque. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je n'étais pas sûr d'être prête à entendre les excuses ou les accusations qu'elle avait à offrir. Mais la curiosité l'a emporté, et je me suis assise à ma table de cuisine pour lire ce qu'elle avait écrit. Chère Hélène, commençait la lettre. Je ne sais pas si tu liras même ceci, et je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas. J'ai été une sœur terrible. Je t'ai maltraité pendant des années, et je me suis trouvé des excuses au lieu d'assumer ce que je faisais. Je n'écris pas pour demander de l'argent ou pour essayer de te manipuler pour que tu reviennes. J'écris parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait, et je suis désolé. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant le piège, l'intention cachée. Mais plus je lisais, plus je réalisais que Valérie était en fait honnête. Elle a écrit sur sa peur et son insécurité, sur sa jalousie de mon indépendance et de ma capacité à prendre soin de moi-même. Elle a admis qu'apprendre à Manon à me mépriser avait été un moyen de se sentir mieux par rapport à ses propres échecs. Elle a reconnu qu'elle avait profité de moi pendant des années et qu'elle ne méritait pas mon pardon. Je travaille maintenant, écrivait-elle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Je commence enfin à comprendre ce que signifie gagner quelque chose au lieu de s'attendre à ce qu'on vous le donne. Je sais que ça n'efface pas tout le mal que je t'ai causé, mais je voulais que tu saches que j'essaie. J'essaie d'être la personne que tu méritais depuis le début. La lettre se terminait par une invitation.
Valérie organisait une petite fête d'anniversaire pour Manon dans leur nouvel appartement. Elle ne s'attendait pas à ce que je vienne, mais elle voulait que je sache que j'étais la bienvenue. Manon avait demandé de mes nouvelles, écrivait-elle. La petite fille ne comprenait pas entièrement ce qui s'était passé, mais sa tante Hélène lui manquait. J'ai posé la lettre et je l'ai fixée pendant un long moment. Une partie de moi voulait la jeter, la rejeter comme une autre manipulation. Mais une autre partie de moi reconnaissait quelque chose de sincère dans les mots de Valérie. Elle luttait. Elle avait peur. Et pour la première fois de sa vie, elle assumait la responsabilité de ses actes. J'en ai parlé à Julien ce soir-là, lui demandant son point de vue. Il a écouté attentivement tout ce que j'ai dit, puis a offert ses réflexions. On dirait qu'elle essaie vraiment, dit-il. Ça ne veut pas dire que tu dois lui pardonner tout de suite. Ça ne veut pas dire que tu dois aller à cette fête ou la laisser revenir dans ta vie, mais ça pourrait signifier que le changement est possible. Un vrai changement. Tu penses que je devrais y aller, demandai-je. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste pour toi, dit-il. Mais je pense aussi que s'accrocher éternellement à la colère peut devenir un fardeau en soi. S'il y a une chance de guérir, même une petite, ça pourrait valoir la peine de l'explorer. J'ai réfléchi à ces paroles pendant des jours. La colère que j'avais portée si longtemps commençait à me peser, comme quelque chose que je gardais par habitude plutôt que par nécessité. Ma famille m'avait profondément blessé, mais c'était aussi des êtres humains capables de grandir et de changer. Est-ce que je voulais passer le reste de ma vie définie par ce qu'ils m'avaient fait? Ou est-ce que je voulais avancer, laissant de la place à la possibilité de quelque chose de mieux? Finalement, j'ai décidé d'aller à la fête de Manon. Pas parce que j'avais tout pardonné, pas parce que j'étais prête à revenir à la situation d'avant, mais parce que je voulais voir par moi-même si le changement était réel. Je voulais donner à ma famille une chance de plus de me montrer qui ils pouvaient devenir. La fête était petite et modeste, bien loin des célébrations élaborées que j'avais financées par le passé. Mais il y avait quelque chose de sincère, de réel. Manon a couru vers moi dès que je suis entré, jetant ses bras autour de mes jambes et me disant que je lui avais manqué. Mes parents m'ont serré dans leurs bras, les larmes aux yeux. Même Valérie a réussi un sourire sincère, bien que je puisse voir la nervosité derrière. Ce ne fut pas une réunion de contes de fées. Il y eut des silences gênés et des tensions inexprimées, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de faire partie d'une famille qui me voulait vraiment, et pas seulement mon argent. Une année s'est écoulée depuis cette nuit à la table de mes parents, la nuit où ma nièce m'a traité de personne et où j'ai enfin réalisé ma propre valeur. Tant de choses ont changé depuis que j'ai parfois du mal à reconnaître ma propre vie. Ma famille est toujours en cours de reconstruction. Mes parents ont appris à vivre selon leurs moyens, et mon père m'a effectivement remercié à plusieurs reprises de les avoir forcés à devenir autonomes. Ma mère est plus lente à changer, mais même elle a commencé à me traiter différemment, avec un respect qui n'était jamais là auparavant. Et Valérie, contre toute attente, est devenue quelqu'un que je peux presque appeler une amie. Elle a un travail dont elle est fière et elle élève Manon pour qu'elle comprenne la valeur du travail et l'importance de traiter les gens avec gentillesse. Manon elle-même a tellement grandi cette dernière année. Elle ne me voit plus comme la tante que sa mère moquait. Elle me voit comme quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui se présente aux anniversaires et aux pièces de théâtre de l'école, quelqu'un qui choisit d'être là plutôt que d'être obligé de payer pour des choses à distance. Notre relation est encore en cours de guérison, mais elle est réelle d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Julien et moi sommes toujours ensemble, notre lien se renforçant à chaque mois qui passe. Il a déménagé à Lyon il y a 6 mois, voulant être plus proche de moi, et nous parlons de l'avenir d'une manière qui me remplit d'espoir. Il a rencontré ma famille et a vu à la fois leurs défauts et leur potentiel de changement. Il me soutient pour fixer des limites et me célèbre lorsque je priorise mes propres besoins. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est d'être aimé inconditionnellement. Ma carrière a également prospéré. Cette promotion que j'ai reçue en a entraîné une autre, et je suis maintenant directrice adjointe à l'entreprise de transport, supervisant une équipe de coordinateurs et prenant des décisions qui comptent vraiment. L'argent que je n'envoie plus à ma famille est allé dans des économies, des investissements et des expériences qui enrichissent ma vie. J'ai voyagé dans des endroits que je ne faisais que rêver de visiter auparavant. J'ai des passe-temps, des amis et une vie sociale qui ne tournent pas autour des urgences des autres. Mais le changement le plus significatif est peut-être en moi. Je ne me sens plus comme une moins que rien. Je ne définis plus ma valeur par ce que je peux fournir aux autres. J'ai appris que le respect de soi n'est pas égoïste, que les limites ne sont pas de l'abandon,
et que s'éloigner des gens qui vous traitent mal est parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même. Ma famille a fait face à de réelles conséquences pour la façon dont ils m'ont traité. Ils ont perdu leur maison confortable et ont dû reconstruire leur vie à partir de zéro. Ils ont connu la peur et l'incertitude de ne pas savoir comment ils paieraient leurs factures ou où ils vivraient. Ils ont appris à la dure que tenir quelqu'un pour acquis à un coup. Mais ces conséquences les ont aussi poussés vers la croissance, vers le changement, vers le fait de devenir les personnes qu'ils auraient dû être depuis le début. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne peux pas regretter de m'être choisi. Quant à moi, je vis enfin la vie que j'ai toujours méritée. Une vie où je suis vu et valorisé pour qui je suis, pas seulement pour ce que je peux donner. Une vie où ma maison est un sanctuaire, ma relation un partenariat, et mon avenir quelque chose que je peux choisir. La fille qui était assise à cette table il y a un an, tenant un plat à gratin pendant que sa famille se moquait de son humiliation, reconnaîtrait à peine la femme que je suis devenue. Parfois, je pense à cette nuit et à ce qui aurait pu se passer si j'étais restée silencieuse. Si j'avais payé le loyer une fois de plus, si j'avais continué à me sacrifier pour des gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur, je serais toujours la pourvoyeuse invisible, le distributeur automatique familial, la moins que rien qui payait pour tout mais ne comptait pour personne. Au lieu de cela, j'ai choisi un chemin différent. Je me suis choisi. En regardant en arrière maintenant, je comprends que la vengeance n'a jamais vraiment été le but. Ce que je voulais, c'était la liberté. La liberté de l'obligation, de l'attente, du poids écrasant des besoins des autres. Et je l'ai trouvé non pas en détruisant ma famille, mais en refusant enfin de les laisser me détruire. Je m'appelle Hélène. J'ai 35 ans, et je ne suis plus la moins que rien de personne.